Donc, j'ai d'abord rencontré Françoise par la lecture des Cahiers du Griffe qui était diffusée au Québec. Et je pense que l'espèce de rapport complexe que autant les Belges que les Québécoises peuvent entretenir avec la France, ça nous donnait une proximité avec ce qui se faisait au Cahiers du Griffe, probablement plus qu'avec les revues françaises qui sont arrivées plus tard de toute façon. Et il y avait aussi chez nous ce type à la fois de rassemblement de toutes dans les mêmes collectifs, d'une certaine façon, et cette idée également euh, d'inventer quelque chose pour notre propre compte, d'une certaine façon. Donc, de pas... oui, on lisait des textes. Après tout, on lisait les américaines également au Québec, ce qui est arrivé plus tard en Europe francophone. Mais pour nous, il fallait d'abord réfléchir à plusieurs. Et ce qui nous séduisait, et ce qui, moi, m'a énormément séduit dans les Cahiers du Griffe, c'est que c'était une revue qui non seulement découlait de séances de travail, de réflexion, d'un collectif de femmes autour d'une thématique, mais aussi qu'on sentait ce travail collectif dans la revue elle-même, puisque la première série des Cahiers du Griffe, c'était ce que j'appelle une revue dialogique. C'est-à-dire qu'il y avait le texte principal qui était signé et il y avait des commentaires d'autres intervenantes à la même conversation qui ponctuaient le texte et même quelquefois il y avait des réponses de l'auteur aux commentaires. Donc, et à l'époque, j'étais dans un collectif qui publiait une revue. Notre ambition était un peu de faire le même travail dialogique, mais on a eu un peu plus de problèmes de sous parce que ça coûte, c'est très coûteux en termes d'espace pour le papier. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés en Belgique. J'ai jamais vraiment éclairci la question avec Françoise. Et donc, on a été très déçus de l'interruption des Cahiers du Griffe et qui nous représentait pour nous un modèle. Et je voulais au départ vous lire quelques extraits d'un numéro. Bon, Françoise n'a jamais été très bonne avec les dates. C'est paru en 79. Ça s'appelle Au revoir. Bon, ça dit, au départ, le Griffe a essayé de rassembler dans son mouvement toutes les femmes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient sensibilisées au féminisme, à un féminisme indépendamment des tendances, des partis, des idéologies. Dans ce petit pays traditionnaliste et paternaliste, il convenait de ne pas diviser les forces déjà restreintes. Ce qui nous a réunis, à nos divers niveaux d'expérience, c'est vraiment le désir et la volonté d'être ensemble pour parler, pour réfléchir, pour lutter, pour faire quelque chose qui allait être une revue. Les petits groupes féministes existants s'épuisaient, souvent dans des débats répétitifs. La scène textuelle française était pratiquement vide, les éditions des femmes allaient naître quelques mois plus tard et la revue Sorcière 2 ans après. La forme même de notre lancée, sa vitalité et son bonheur fait notre difficulté d'aujourd'hui. Nous butons contre la nécessité de l'institutionnalisation que nous avions résolument écartée au départ et qui s'impose à nous comme un questionnement violent. Car notre conception du politique, celle qui nous animait, et notre conception de l'écriture impliquait une sorte d'immédiateté, de présence de soi à soi, selon laquelle l'objet, le cahier, ne pouvait s'éloigner du sujet collectif qui le réalisait. Nous avons toujours travaillé ou essayé de travailler au plus proche de nous-mêmes et des femmes. Nous avons refusé la fuite dans l'institution aussi bien de notre organisation que de nos propos. Nous ne voulions pas parler, écrire, au-delà de ce que nous étions capables d'habiter. Au risque de paraître à certains intellectuels trop prosaïques, nous avons résisté à toute inflation du langage et de la pensée, à toute synthèse conceptuelle prématurée,
Nous avons toujours laissé paraître nos différences, nos hésitations, nos incertitudes, nos méfiances même. Donc il y avait cet aspect d'une pensée qui avançait à la fois de façon très audacieuse, mais aussi de façon un peu feutrée, une pensée qui n'osait pas toujours se dire. Et je pense que ça a dû être un peu difficile pour Françoise, ces périodes-là, pour en avoir discuté par la suite avec elle. Mais une pensée quand même qui s'assume et qui a le courage de son expérimentation. C'est plus tard que j'ai appris que les premiers voyages de Françoise Collin au Québec n'étaient pas du tout liés au féminisme. Bon, j'ai connu Françoise en 84 et bon, c'est fréquenté à intervalles périodiques avec beaucoup d'interruptions, mais quand même une continuité durant près de 30 ans. Donc. Elle est d'abord venue au Québec comme écrivaine. Et c'est dans le milieu des écrivaines et des écrivaines féministes, ce qui était presque synonyme d'une certaine façon dans le Québec des années 70, qu'elle a fait une première entrée. Elle a d'ailleurs publié un recueil de poèmes à la Nouvelle Barre du Jour, qui était une maison d'édition animée entre autres par Nicole Brossard à ce moment-là. Et c'est dans le milieu de Madeleine Gagnon, Nicole Brossard, ensuite autour de la revue Spirale, qui était une revue plutôt littéraire au point de départ, qui est devenue littéraire et culturelle ensuite, qu'elle a fait son entrée au Québec. Moi, je l'ai connue plus tard, en fait, de façon un peu bizarre. Je faisais partie d'un groupe à l'université qui disposait d'un budget, mais qui n'avait pas toujours beaucoup d'idées. Et je leur ai dit, mais bon, je viens de voir que Françoise Collin est invitée à un colloque à l'université voisine. On devrait en profiter, la faire venir. Après tout, c'est quelqu'un qui a écrit des choses assez importantes pour les féministes. Et bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Donc autour du féminisme et d'un féminisme qui était de l'ordre encore qui n'était pas de l'ordre de la théorisation achevée, mais de la théorisation se faisant. Et ce qui m'avait le plus frappé la première fois que je l'ai rencontrée, c'est à quel point elle pensait en parlant. J'avais rarement rencontré des gens qui pouvaient parler aussi élégamment, tout en ayant l'air d'être dans un processus de pensée. Et bon, on a toujours, je pense, au Québec, pour des raisons historiques, on a des problèmes avec la parole. Donc, ça a été une expérience très formatrice pour moi, de voir comment on pouvait réfléchir tout en parlant, et construire la pensée en ayant besoin d'interlocutrices ou d'interlocuteurs pour la construire. Pas nécessairement que les gens intervenaient dans la construction même de la pensée, mais que cette modalité dialogique qui m'avait déjà séduite dans les cahiers du Griffe, on la retrouvait dans le processus même d'élaboration de la pensée, avec, bon, de préférence des interlocuteurs absents d'une certaine façon, mais tout de même une pensée qui s'élabore dans le pluriel. Et je pense que ça explique beaucoup l'attention qu'a pu porter Françoise à la transmission, plus d'ailleurs à la transmission symbolique. Elle avait beaucoup de problèmes avec l'intergénérationnel, bon, son rapport avec sa mère, Pénélope en a parlé, je pense son statut de mère aussi. Donc, elle se sentait elle se sentait, je pense, beaucoup plus à l'aise dans la transmission symbolique, mais aussi dans cette idée de l'interlocution comme modalité
capacité de développement d'une pensée, que la pensée comme la politique, ça ne se fait pas seul, même si, évidemment, comme intellectuelle, elle avait besoin de solitude, elle avait besoin de moments de réflexion, elle avait besoin de faire des pauses d'activité publique. D'ailleurs, je pense que sa campagne lui servait largement de ressourcement pour cette raison-là. Elle n'était plus du tout dans le paraître à ce moment-là. Mais il y avait toujours quelque part une pensée qui était pour un public, pour contribuer à une œuvre qui était bien sûr singulière, mais qui était une singularité parmi d'autres, une singularité en coprésence.